Bonjour à vous tous. On va entamer cette deuxième table ronde. Alors, la table ronde, ça va se dérouler comme ça s'est déroulé tout à l'heure sur la précédente table ronde, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque intervenant qui va prendre la parole pendant 5 minutes pour expliquer son point de vue par rapport à la question qui est accroître la résilience de nos établissements pour continuer à privilégier le végétal, la saison et le local. J'expliquerai dans 2 secondes pourquoi j'ai mis ça. Et puis, après que les intervenants aient présenté leur point de vue, je les laisserai échanger quelques minutes entre eux et après on répondra aux questions de la salle. Donc j'invite tous les participants à utiliser le chat pour nous mettre des questions. Il y a Elisabeth de Rancourt qui est là pour justement collecter ces questions et les poser ensuite aux différents intervenants. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis accroître la résilience de nos établissements pour continuer à privilégier le végétal, la saison et le local? C'est très simple, c'est parce qu'effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est que ce sujet, on l'avait déterminé, nous, à l'automne dernier, hein, c'est pas nouveau, et puis avec la Covid, ça s'est aggravé. Alors je pense qu'on va avoir quelques témoignages de restaurateurs qui vont nous dire effectivement que la résilience, c'est pas gagné. Alors, mais surtout, ce que j'avais remarqué, moi, c'était que les restaurateurs les plus engagés ont souvent une économie qui est très fragile. Donc, c'est pour ça que la question était comment est-ce que justement on peut faire en sorte qu'ils aient une meilleure résilience. On va avoir comme intervenant successif Christophe Lavelle du Musée de l'Homme. Je lui ai passé la parole tout de suite après mon intervention. Ensuite, normalement, Régis Marcon, s'il nous rejoint, du restaurant Régis et Jacques Marcon. Pierre Caillé, Le Bec au Cauchois et Jocelyn Marie, qui tous les trois, Régis, Pierre et Jocelyn, sont des restaurateurs d'un très très bon niveau. Ensuite, on aura Robin Blondel qui, lui, va intervenir. C'est intéressant pour de la restauration de chaînes, donc pour Esquis, avec une chaîne quand même assez particulière. Et puis Corinne Beau qui va intervenir pour la restauration collective. Voilà, parce qu'elle fait partie, elle, d'Ensemble. Et normalement, s'il nous rejoint, nous aurons une conclusion par Olivier Mousson, qui est le président de la Société d'encouragement de l'industrie nationale et qui, normalement, si les choses s'étaient passées comme d'habitude, aurait dû nous héberger aujourd'hui, mais on se retrouve en visioconférence. Voilà. Alors, je passe la parole en premier à Christophe Lavelle, qui est au Musée de l'Homme et qui a organisé une exposition où nous avons été présents, fort intéressante. Je ne sais pas où c'en est d'ailleurs, c'est Je mange donc je suis, et en particulier, dans ce cadre, il était fait un banquet un soir qui s'appelait Bon pour le climat, bon pour l'estomac, avec un certain Régis Marcon qui était aux manettes et on s'est régalé. Les quelques 65 personnes qui ont pu être présentes se sont vraiment régalées. Et elle existe encore, l'exposition? C'est terminé? Alors, oui, enfin, elle existe encore, elle n'existe plus au Musée de l'Homme puisqu'elle a fermé le 1er septembre. Elle est en déménagement et elle va donc réouvrir quasiment dans son intégralité à Montpellier, à Pierre-Vive, à partir de mi-novembre et jusqu'à au moins le mois de mars. Ok, donc voilà. si vous voulez la voir, il faut aller à Montpellier. Voilà. Alors ceux qui ont raté Paris, ils peuvent se rattraper à Montpellier. Ce n'est pas la même scénographie, mais le contenu est très proche. C'est équivalent. Bon, donc Christophe, c'est à toi sur comment est-ce qu'on peut accroître la résilience de nos établissements pour continuer à privilégier le végétal, la saison et le local. Alors, vaste question. Oui, d'abord, je me présente en 2 secondes. Du coup, effectivement, voilà. Comme tu as dit, alors en fait, je ne suis pas au Musée de l'Homme, je suis au Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, Muséum national d'histoire naturelle, dont le Musée de l'Homme est une des entités, en l'occurrence sur le site du Trocadéro. Et tu es un chercheur, toi? Oui, alors voilà, je suis un chercheur, comme on est à peu près 1 millier de chercheurs au Muséum, et 20 000 au CNRS, enfin 10 000 au CNRS, que je suis un chercheur CNRS, en fait, hébergé au Muséum. Mais c'est un peu avec une double casquette que j'interviens parce que je suis aussi responsable à l'INSPE, donc l'Institut national supérieur de formation des enseignants. Je suis responsable de la formation scientifique de tous les professeurs de cuisine, justement. Donc c'est surtout à ce titre-là que je me retrouve très souvent à traîner dans les cuisines professionnelles. Ceci étant aussi pour les aspects de recherche, puisque, encore une fois, comme
comme je disais, dans le millier de chercheurs qu'on est au muséum, il y en a peut-être quasiment une centaine qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent sur l'alimentation, que ce soit pour des aspects préhistoriques, paléolithiques, ou que ce soit pour des thématiques d'aujourd'hui, typiquement les perturbateurs endocriniens. Ces choses-là sont des choses qu'on étudie dans nos laboratoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on est clairement, quand les enjeux que tu soulèves et qui sont soulevés dans cette table ronde sont très vastes, parce que ce sont des enjeux de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, et ce sont des enjeux globaux. C'est-à-dire quand on parle du bien manger aujourd'hui, et on a dans la première table ronde vu un certain nombre de mots-clés qui étaient importants, comme l'histoire des consommateurs qui se transforment en consommateurs. Il faut savoir que toute cette position du mangeur aujourd'hui doit être vue de manière totalement globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se cantonner à son assiette, on est obligé, à travers son assiette, justement, de regarder ce qui se passe bien au-delà. Il faut savoir que cette problématique du bien manger à travers le végétal, vin végétal, saison, local, etc., c'est une problématique, et ça aussi Marc Dufumier l'a très bien soulevé, c'est une problématique qui peut être très scientifique, puisque de nombreuses questions se posent. Quels sont les leviers qu'on doit activer? Et pour ça, souvent, on a besoin de la science pour essayer de juger quels sont les meilleurs leviers, avec des questions qui sont tout à fait des questions d'écologie, de biologie, de santé moderne. Mais à la fois, ce qui rend la chose complexe, c'est qu'on a aussi un enjeu sociétal, à savoir, une fois de plus, ce que l'on veut manger, ce que l'on accepte culturellement, ce que l'on est prêt à payer financièrement. Enfin, il y a énormément d'enjeux qui dépassent bien largement le cadre de la science, et c'est justement ce regroupement de motivation à la fois sociétale et puis aussi de connaissances scientifiques qui peut nous permettre d'avancer. Et quand on dit avancer, quand on prend ces trois leviers, finalement, on répète un peu comme un mantra, le végétal, la saison, le local. Souvent, on rajoute bio. Alors, bio, ça veut dire, est-ce que c'est aussi important que ça? On a vu ce matin qu'il y avait beaucoup d'autres alternatives, il n'y a pas que le bio. Il faut arrêter d'opposer conventionnel et bio. Il y a énormément d'alternatives, et encore une fois, Marc Dufumier a très bien résumé l'étendue des possibles dans l'agriculture. Il y a toutes les questions d'éthique qu'on pourrait rajouter à ce fameux cahier des charges qui serait celui d'une alimentation idéale et qui peut vite être effroyablement complexe. Et pour justement ne pas se retrouver dans une situation où on est presque immobilisé, tétanisé face aux enjeux qu'on ne comprend pas forcément, dans lesquels on sent bien qu'il y a des leviers qui sont plus actifs que d'autres. On sait que par exemple le végétal est un levier autrement plus puissant que finalement que la question du local, par exemple. C'est-à-dire que de végétaliser une assiette permet de progresser dans son empreinte carbone de manière bien supérieure à d'éventuels critères locaux qui vont intervenir à un degré inférieur. Et ce qui est important dans cette histoire-là, c'est de dire qu'en aucun cas, c'est un peu ce que je reproche à certaines associations ou certains militants, c'est qu'il ne faut pas devenir plus royaliste que le roi, il ne faut pas tomber dans des espèces de systèmes complètement contraints d'ayatollah de l'alimentation. On a parlé tout à l'heure de l'exception Marco Polo qui consiste à dire bah oui mais le local c'est bien mais enfin on a quand même le droit de continuer à manger du chocolat, boire du café et boire du thé. Pareil il y a de grands débats par exemple autour de la pâtisserie. Je pense qu'il ne faut pas regarder du même œil le pâtissier qui va nous proposer une tarte aux framboises en plein hiver et puis celui qui va se permettre effectivement pour une raison décorative de mettre une framboise sur un gâteau qui fait 3 kilos. Donc c'est clair que dans cette démarche qui se veut vertueuse, il ne faut pas devenir complètement extrémiste parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Deuxièmement, au-delà du fait de pas de, donc en fait, il faut être tolérant dans une certaine mesure. Au-delà d'être tolérant, il faut être inventif. Je dirais que c'est un peu le deuxième mot-clé. La tolérance et l'inventivité, puisque les défis qui nous sont présentés sont des défis, on a vu, scientifiques, écologiques, donc il faut trouver des solutions. Et trouver des solutions, ça veut dire être inventif. Et en même temps, ce sont des défis culturels. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de végétaliser l'assiette, il faut que ça soit accepté, il faut que le consommateur l'accepte. Et pour qu'il l'accepte, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait en amont pour que ça ait du sens. Que le travail des produits végétaux ne soit non pas relégué au second rang, mais mis au premier rang pour être dans une démarche de valorisation. Et pour ça, le troisième mot-clé, et je terminerai là-dessus, c'est la pédagogie, bien sûr. Puisqu'il y a une évolution culturelle qui est importante, il y a un savoir-faire qui est important. Et c'est dans ce sens-là que j'interviens aussi souvent dans les écoles, que ce soit pour la formation des profs ou pour la formation des élèves, à savoir que dans tous les cas, le changement d'alimentation ne peut venir que dans quelque chose de, je dirais, de joyeux, de positif en tout cas. C'est-à-dire que le grand piège actuel, même si on en revient de plus en plus, c'est le côté un peu punitif, restrictif, que véhiculent souvent les messagers qui veulent, même pour bien faire, nous emmener vers des directions qui seraient plus vertueuses.
ou dans tous les cas, il faut essayer de garder une mentalité très positive par rapport à ça. Et par exemple, plutôt que d'interdire la viande, ce qui serait absurde, il faut rentrer dans une démarche qui est beaucoup plus de valoriser les végétaux. Et l'effet sera le même, mais on a quand même quelque chose qui est un peu plus gai, on va dire. Donc voilà rapidement ce que je voulais dire, et puis on pourra bien sûr revenir sur toutes ces questions dans le sud de la table. Très bien, excellent. Merci beaucoup. Très intéressant. Et puis, c'est une bonne introduction du bas. Alors, est-ce que Régis Marcon est arrivé? Allô, Houston? Est-ce que là... Bon, apparemment, il n'y a pas Régis. Donc, je pense qu'on va passer tout de suite à Pierre. Pierre, oui. Je vais te passer la... voilà. On ne te voit pas encore? Si, ça y est, voilà. Bon, Pierre, bah, tu as entendu déjà l'introduction faite par Christophe. Je pense qu'il y a plein de choses que tu partages. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu, nous dire qui tu es, ce que c'est que le bec au cauchoir, et puis après, ben, répondre à la question du débat. Oui, bonjour. Donc voilà, nous, pour expliquer un petit peu, ça va faire bientôt 15 ans qu'on a repris une vieille auberge dans la campagne normande. Et on avait de la chance d'avoir un petit peu de terrain autour de la maison. Et dès le démarrage, on s'est intéressé justement à valoriser ce terrain pour produire pour le restaurant. Alors moi, ce n'était pas une démarche scientifique au démarrage, hein, c'était plus une démarche logique, intéressante. Alors moi, c'était plus ce côté gustatif et financier. Mais alors, au démarrage, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, de pouvoir produire sur place des légumes, des herbes, des fleurs, voilà, tout ce qu'on pouvait. Quand j'ai fait un papier sur toi, je t'ai appelé le chef jardinier parce qu'effectivement, un des trucs tout à fait originaux de ton établissement, c'est qu'on commence par visiter le jardin avant de rentrer dans le restaurant pour aller manger. Et je trouvais ça très, très sympa comme approche. En fait, alors déjà, c'est juste parce que moi, j'ai une éducation, je grandis dans une grande famille, on était 7 enfants, je suis l'aîné. Mon père faisait du jardin, on avait une basse-cour, j'ai une éducation de produits. Ça, c'est des choses dont on se rend compte plus tard. Hein, quand on est enfant, on le vit plutôt comme une corvée. Et après, on s'aperçoit que c'était une vraie éducation. Et c'est vrai que le fait d'arriver dans les jardins, c'était pour nous aussi un moyen de valoriser un peu la bâtisse. Au démarrage, on n'avait pas les moyens de tout refaire. Et je pouvais me permettre de travailler les extérieurs. Ça me coûtait moins financièrement. C'était du temps, beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais ça me permettait de pouvoir valoriser la bâtisse et d'interpeller un peu les gens qui pouvaient passer en leur donnant un peu une idée de ce qu'on pouvait faire à l'intérieur par le côté justement rigoureux, propre, précis des jardins. Et l'idée de pouvoir effectivement voir un peu les aromates, les légumes avant de pouvoir les consommer et souvent même d'y revenir après parce qu'on a beaucoup de clients qui se promènent dans les jardins après. C'était vraiment un démarrage. Hein. Depuis quelques années, après, on a développé. J'ai encore d'autres jardins. J'ai planté un verger. J'ai une grande serre aussi. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup développé. Et en fait, c'était un axe sur lequel je pouvais avancer parce que c'était mon temps et que techniquement, il me coûtait moins cher que celui des ouvriers. Donc, c'est vraiment sur cet axe-là qu'on avait vraiment démarré au démarrage. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était cette pluralité de goût, de possibilités, de textures, de formes, de couleurs quand on est dans le végétal. Et j'ai été toujours un peu déçu de voir dans beaucoup d'établissements à l'époque, même la formation que j'ai faite, hein, d'avoir des grosses pièces de viande et de poisson qui peuvent être magnifiques, hein, où souvent la garniture, c'était plus une décoration qu'une réelle partie de l'assiette. Alors que quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on peut aller presque beaucoup plus loin avec le végétal qu'avec la protéine animale. Et c'est vraiment pas une démarche végétarienne, hein, mais vraiment de dire, voilà, on a beaucoup de possibilités avec ce que peut nous donner la terre autour. On va le valoriser. Et puis après, quand on met le doigt dedans, c'est un peu l'engrenage. Donc plus on avance dedans, plus on a envie d'aller loin. Puis c'est un peu le cercle vicieux ou vertueux, je sais pas. Vertueux, dis donc. Oui. Et là où je rejoins un peu le discours précédent, c'est effectivement l'acceptation par le consommateur. Très clairement, quand on est arrivé, nous, au démarrage,
faut vraiment se situer. Je suis en plein milieu de la campagne. La clientèle locale, surtout au démarrage, était habituée à des grosses assiettes. Il fallait que ça déborde bien. Dès que c'était un petit peu moins rempli, c'était forcément pas bon. Et en plus, si on y ajoutait dessus des herbes, des fleurs, un peu trop de végétaux, on n'est pas des vaches. Hein. Ça, j'ai entendu assez souvent. Voilà, on n'est pas des lapins, on n'est pas des vaches. Mettez-nous à manger. Donc, il y a eu un gros travail d'éducation, de pédagogie, d'explication. On a réexpliqué et réexpliqué des centaines et des centaines de fois voilà, ce qu'on faisait, pourquoi, en essayant de ne pas frustrer ni bloquer les clients, parce qu'on a besoin d'eux aussi pour tourner. Et il y a aussi eu toute l'évolution de la société en 15 ans. Voilà, depuis maintenant quelques années, c'est vrai qu'on parle plus facilement de végétal, on parle plus facilement de jardin avec des restaurants. En même temps, je n'ai rien inventé. Hein. Il y en a qui l'ont fait avant moi. Et moi, la démarche, c'était vraiment de faire comme mes parents, mes grands-parents. Ils faisaient du jardin, ils cultivaient et cuisinaient ce qu'ils cultivaient. Donc, c'était vraiment comment on pouvait amener ça dans l'assiette sur une table étoilée avec voilà, après tout le travail technique qu'on peut y amener. Et je trouve ça très gratifiant de pouvoir valoriser, faire rêver un client avec un radis, peu importe le végétal. C'est presque pour moi plus amusant qu'avec une belle pièce de viande ou de poisson. Donc voilà un petit peu. Alors après, la réponse à la question sur la résilience, je ne sais pas si je l'ai. En tout cas, pour nous, il y a beaucoup d'avantages à travailler le végétal. Mais ce n'est pas forcément un avantage pécunier, quoi. Et c'est là où c'est la difficulté parce que donc depuis, j'ai développé les jardins. J'ai maintenant un jardinier à temps complet sur la production avec moi. On a du travail pour 3 ou 4, hein, pour en mettre plus. Mais bon, il y a un moment, quand on a un jardinier, un salaire chargé à temps complet, et quand on met en face des quantités de légumes, l'équilibre est compliqué à faire. Les avantages, pour moi, ils arrivent plus dans le côté déjà le goût, la fraîcheur et le goût des produits. Quand on ramasse le matin les légumes qu'on va cuisiner le midi ou le soir, c'est juste imparable. On a presque moins besoin de le travailler. Et nous, tous les jours, les clients nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait à je sais pas moi, votre navet, n'importe le légume, le petit pois, pour qu'ils aient ce goût-là ?» Ben justement, on a fait le moins possible. Par contre, on a été les ramasser ce matin. On sait comment on les a fait pousser. On sait ce qu'on n'y a pas mis. Et les goûts sont vraiment très différents. Pour la petite histoire, moi j'ai une anecdote avec un client il y a 2-3 ans, un petit papy qui était venu fêter ses 90 ou 95 ans en famille au restaurant et qui est venu me voir après le service en pleurant, en me disant « Vous ne vous rendez pas compte, les petits pois que vous m'avez fait manger m'ont rappelé ceux que me faisait ma mère. » Donc il avait 90 ans, je vous laisse faire le calcul. J'ai failli pleurer avec lui tellement ça m'a touché. Et c'était vraiment là, c'était presque un remerciement pour moi de la démarche qu'on a depuis 15 ans. Et voilà, c'est juste restituer le goût du produit le plus naturel possible et donc le meilleur possible. Donc, il y a le côté du goût, il y a là aussi la flexibilité parce que moi, je suis au milieu de la campagne, on a des réservations qui arrivent presque le jour J. Les gens réservent de plus en plus à la dernière minute depuis des années maintenant. On peut faire des services à 2 couverts comme on peut faire à 45. Et ça va d'un service à un autre comme ça de façon hyper aléatoire. Si je dois prévoir mes appros, j'aurai forcément des pertes ou des manques. L'avantage, c'est que là, avec le jardin, si j'ai besoin de plus, on va ramasser plus le matin. Si j'ai besoin de moins, on laisse en terre ou on laisse sur l'arbre ou sur la plante et on ramassera le lendemain ou le surlendemain. Ça peut tenir. Pour être plus dans l'actualité, ça m'a vraiment beaucoup aidé pendant le confinement. Parce que moi, j'ai développé la vente à emporter tout de suite, dès qu'on a fermé. Pourquoi ? Parce que j'avais justement encore énormément de légumes en stock, des légumes d'hiver, des courges, des racines, parce que c'était quand même début mars. Et c'est vraiment ce qui m'a incité à lancer la vente à emporter, parce que j'avais de la matière sous la main. Et
Et vraiment, ça m'a permis aussi après de développer, chose que je ne faisais pas, mais maintenant sur lesquelles je travaille beaucoup plus, tout ce qui est produits dérivés. Pas plus tard que ce matin, voilà, on a fait les conserves de coulis de tomates, des conserves de ratatouille, des condiments, des tartinables à base de légumes qui sont mis en vente après au restaurant. Ça nous a permis aussi de pouvoir travailler sur un développement de chiffre d'affaires différent, supplémentaire, ou en tout cas palliatif à certaines baisses de fréquentation. C'était encore un des avantages du jardin. Génial. Un peu sur ce que je peux dire sur le jardin. C'est super. C'est une démarche scientifique. Quand je fais tout ça, pour moi, le réel intérêt, il est plus de comment est-ce que je donne le meilleur produit à mon client. Et puis, il y a aussi, après, très honnêtement, le plaisir de pouvoir planter, de voir pousser, de ramasser et ensuite de servir un produit qu'on a vu vivre complètement. Voilà. Génial. Merci infiniment. Très intéressant. Alors, est-ce que Régis, c'est arrivé ou pas? Toujours pas? Donc, je propose qu'on passe à Jocelyn. Jocelyn, tu es là? Oui, je suis là. Si voilà. On m'entend. Oui, on t'entend. On ne te voit pas encore, mais on t'entend. Là, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Tu me vois, non? Oui, là, on te voit. Ça y est, super. Okay. Alors, Jocelyn, c'est quelqu'un de très important pour Bon pour le climat. Outre qu'il est parmi les administrateurs, quand j'ai à montrer à quelqu'un ce qu'on peut faire autour du thème Bon pour le climat, actuellement, je vais à la table de Colette, près du Panthéon. Alors, c'est pratique pour moi, c'est pas très loin de là où j'habite. Et puis, c'est garanti à tous les coups parce que… Alors, Jocelyn, il a fait un truc très étonnant. En salle, il a une personne qui accueille. Sinon, tous les plats sont servis par les cuisiniers. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant comme approche. Et puis, bon, c'est très, très bon dans l'assiette. Voilà, alors, je crois que je t'ai présenté, Jocelyn. Tu peux continuer maintenant. Alors déjà, le projet de la table de Colette, il est global. C'est-à-dire que on calcule l'empreinte carbone, on a des énergies issues du renouvelable, on a investi dans une cuisine basse consommation, enfin, on récupère les biodéchets. En fait, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire pour qu'un restaurant soit le moins impactant possible pour la planète en ville, dans un restaurant en ville. Oui, parce que toi, tu n'as pas de jardin autour de… Hein, non, c'est pour ça que je suis extrêmement jaloux de ce que tu viens de dire. Tu as une petite terrasse, mais oui. Parce que moi, le côté aller jardiner, aller chercher les légumes dans le jardin, ça me… Voilà. On a essayé, mais sur Paris, à 15 000 € le mètre carré, ça devient très compliqué financièrement pour valoriser une carotte. Mais du coup, voilà, nous on a pris conscience il y a 5 ans que la nourriture humaine était responsable à 1/3 du dérèglement climatique. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit qu'en tant que chef de cuisine, on avait des choses à faire. On avait déjà, quand j'étais à l'hôtel de Vendôme, réfléchi à un univers culinaire qu'on a dû mettre à la poubelle dans son ensemble parce que quand on a commencé à calculer l'empreinte carbone du riz de veau ou une belle côte de veau, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible de garder ça à la carte. Et du coup, on a commencé à travailler du céleri, de la carotte, des brocolis, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui était écrit sur les légumes et que la cuisine légumière n'était pas forcément codifiée depuis de nombreuses années. Et du coup, on a fait beaucoup de recherches. Et puis, au bout de 2 ans à peu près, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir des menus qui tenaient la route, des menus haut de gamme, parce qu'il faut proposer le meilleur du brocoli, le meilleur du céleri. Et quand on a eu, c'est pas fini parce qu'on a toujours des choses à chercher dans les légumes. Et c'est vrai que je trouve que le milieu du légume est beaucoup plus intéressant que le milieu de la viande et du poisson. Parce que plus on travaille un céleri et plus on se rend compte qu'il y a des manières de sortir le meilleur du céleri en le cuisant sur un lit de gros sel, en le faisant braiser dans un jus, en faisant extraire aussi l'eau de cuisson du jus et puis en le faisant cuire dans son propre eau de cuisson, on arrive à sortir des goûts qui sont beaucoup plus complexes que de la viande ou du poisson.
Et puis après, on a du coup globalisé le projet en s'intéressant aux énergies, en s'intéressant aux déchets, parce qu'à Paris, le traitement des déchets, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de place pour stocker. Donc, qu'est-ce qu'on fait des bacs plastiques? Qu'est-ce qu'on fait des caisses polystyrène et toutes ces choses-là? Et donc, on a réussi à trouver toutes ces petites techniques qui font qu'on arrive aujourd'hui à avoir quasiment zéro déchet. Tout est recyclé, composté ou réutilisé. Et puis, pour répondre à la question de la résilience, on s'est rendu compte parce qu'à la table de Colette, on propose des menus qui sont essentiellement tournés autour du végétal. C'est-à-dire que le menu qu'on vend le plus, qui est le menu en 5 temps, il y a 70 grammes de poisson dans tout le menu. Et on s'est rendu compte que financièrement, on s'en sortait mieux que les autres parce que en vendant plus de légumes que de viande et de poisson et en achetant des légumes beaucoup moins chers que ce qu'on peut acheter comme viande et de poisson, on avait une rentabilité qui était meilleure et qui aujourd'hui, je pense, nous sauve largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est une journée un peu compliquée parce qu'on vient de recevoir les protocoles qui viennent d'être communiqués. Nous, clairement, là, ça passe pas. Donc, on a pris la décision que ce soir était le dernier service jusqu'à ce que le Covid soit terminé, en tout cas à Paris, quoi. Et je pense que si on avait acheté beaucoup plus de viande et de poisson ces derniers mois, aujourd'hui, on n'aurait pas la trésorerie qu'on a et on ne serait pas capable de fermer. Et du coup, je suis pas sûr qu'on serait encore ouvert et je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas fait faillite, quoi. Voilà ce que je peux dire sur la résilience. Très bien, super. Bon, alors, dans ce que tu as créé, il y a un aspect qui est très important. Tu ne l'as pas évoqué, mais c'est effectivement toute ton approche avec ton équipe, parce que tu as aussi essayé tu as récupéré une grande partie de ta brigade du 1 Place Vendôme, et donc ça doit être dramatique pour eux là, que tu aies à fermer à nouveau, quoi, parce que ça a déjà été… Ils l'ont pas. On a tout essayé. On s'est dit, est-ce qu'on fait de la vente à emporter? Le problème, c'est qu'à Paris, il y a énormément de concurrence pour la vente à emporter et qu'un restaurant comme le nôtre, n'étant pas du tout organisé pour ça, le temps de trouver son organisation, ça se trouve, et ça aurait été le temps de réouvrir et pas de faire de la vente à emporter. Et puis là, moi, je trouve que en fait, ils obligent les clients. Ils n'ont pas contraint le restaurateur, mais ils ont contraint le client. Et je pense qu'en contraignant le client, c'est là où nous, on a perdu notre clientèle. Et si on perd notre clientèle, ça ne sert à rien d'ouvrir. Aujourd'hui, on a dû perdre une 50aine de couverts de réservés. Donc, autant dire que voilà, juste après les annonces, on n'a pas arrêté de prendre des annulations. Donc, c'est qu'il faut passer à autre chose, quoi. Il faut arrêter et puis attendre que ça passe, quoi. Très bien. Après, oui, pour en revenir à ta question, Jean-Luc, on a essayé non pas de mettre de côté tout le travail que les serveurs peuvent faire parce que ce travail est essentiel, mais de les laisser concentrer sur ce qu'ils sont vraiment capables de faire le mieux possible. C'est-à-dire vendre du vin, s'occuper du bien-être du client, réussir à être capable d'être suffisamment sensible pour savoir si un client il est là pour un déjeuner d'affaires et du coup il faut le laisser tranquille et parler entre eux, ou est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'amuser avec nous et du coup là on va passer beaucoup de temps avec eux. Et moi je suis allé manger il y a quelques années dans un restaurant étoilé et on était reçu par le chef un peu VIP. Et le maître d'hôtel s'est planté sur l'ensemble des appellations des plats. Et là, moi, je me suis dit, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas demander à un serveur qui n'était pas dans le quotidien de la cuisine et qui ne cuisinait pas tous les légumes qu'on cuisine aujourd'hui, d'apprendre par cœur bêtement et de retranscrire finalement par cœur ce qu'on était en train de lui faire vivre dans l'assiette, et qu'au niveau en fait émotionnel, il y avait une coupure entre ce que le cuisinier est capable d'expliquer parce que c'est lui qui l'a préparé, et le serveur qui sert juste une assiette qui pour lui qu'il a appris par cœur pour essayer de pas se faire gronder finalement.
Et du coup, nous, notre concept à nous, c'est que le cuisinier qui prépare l'assiette va l'expliquer au client en salle. Et ça permet de transmettre beaucoup plus le côté émotionnel et surtout les clients écoutent beaucoup plus. Et du coup, on arrive aussi à transmettre les informations de pêche passive, d'expliquer le poids carbone aussi des plats, d'expliquer que bah oui, on ne peut pas leur faire manger de la viande toute la journée et que si on leur fait manger des légumes, c'est aussi parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire baisser l'empreinte carbone des plats. Et du coup, ce travail d'enseignement et de transmettre ce savoir-faire, on arrive beaucoup plus à le faire parce que les cuisiniers sont contraints tous les jours et réussissent à transmettre beaucoup plus facilement ces informations-là. Merci Jocelyn. Alors on va Rien. passer maintenant à une autre forme de restauration, la restauration de chaîne avec Robin. Je te propose de prendre la parole et de nous expliquer, te présenter d'abord et puis de nous expliquer ce que fait Ski, en quoi est-ce qu'il y a un engagement dans ce sens depuis des années et en quoi est-ce qu'il est en train de travailler sur sa résilience actuellement dans un contexte qui n'est pas gagné. Merci Jean-Luc, merci pour l'invitation. J'espère que tout le monde m'entend bien. On t'entend bien, oui, oui. Donc, alors effectivement, on change de dimension, on passe de la restauration gastronomique à la restauration rapide. Mais il est vrai que Exquis, qui fêtera ses 20 ans le 9 janvier prochain, qui est d'origine belge, a créé une rupture dans le monde de la restauration rapide il y a une vingtaine d'années lors de sa création, puisque son ambition, et c'est toujours sa raison d'être aujourd'hui, c'était de rendre accessible à ceux qui n'ont pas le temps le plaisir d'une cuisine saine et gourmande, de qualité et respectueuse de son environnement. Alors évidemment, c'est facile de décrire l'histoire 20 ans après, mais c'est vrai qu'en 2001, proposer au pays de la frite et de Quick une restauration rapide presque sans viande, en tout cas sans viande rouge et sans frites, c'était une gageure. Mais 20 ans plus tard, tu parles de résilience, on est toujours là. Et c'est vrai qu'au début, la clientèle qui a découvert Exquis en Belgique était une clientèle plutôt féminine, plutôt aisée, qui faisait attention à sa santé, qui avait envie de manger autre chose justement que du gras, du sel, du sucre, a été étonnée et séduite par cette cuisine, puisqu'il s'agissait de cuisine. C'est-à-dire qu'on a effectivement pris le contre-pied ou le contrepoint, on est allé chercher des légumes et on les a cuisinés pour les rendre gourmands, et le tout pour nourrir les gens de manière rapide, alors que cuisiner des légumes, je pense que les chefs ne me contrediront pas, c'est plus long que de mettre un steak ou une viande ou un poisson dans une poêle. Donc voilà, il y avait ce défi au départ, qui n'était pas forcément un défi lié autour du climat, lié autour de la planète. Il n'y avait pas cette conscience-là à l'époque. Le chef 2 étoiles à l'époque qui nous a aidés, un chef belge, Frank Fold, qui s'est prénommé le chef des légumes, un petit peu comme Pierre, il a vu le légume comme un champ des possibles, une façon d'aller, je dirais, pousser la créativité, le goût, la variété au maximum. Donc pour lui, c'était plus un défi technique et culinaire qu'un axe santé ou environnement. Mais c'est vrai qu'assez vite, on s'est rendu compte qu'on cochait plein de cases, qu'on était dans le vrai, dans le juste. Donc on s'est mis à travailler effectivement le végétal en majorité, même si on n'est pas 100% végétal, on est à 60%, je dirais, végétarien aujourd'hui. Et on a encore des protéines animales en petite quantité. Elles viennent toujours autour des légumes et des céréales, des légumineuses, mais pas au cœur. On a travaillé la saison. Donc, il n'y a jamais eu de tomates en hiver. Il n'y en aura jamais, j'espère. On a travaillé le local. Alors, notre définition du local, parce qu'on est une chaîne, donc pour nous, c'était de sourcer à 300 km autour de nos restaurants et donc d'avoir des cuisines, des ateliers de cuisine centralisés pour pouvoir servir nos restaurants au plus près. Et on a vu après qu'effectivement, dans le poids carbone, ce n'était pas la distance qui impactait le plus, mais ça joue quand même. Et donc, c'est toute cette dynamique de santé, de fraîcheur, de respect des saisons qui nous a animés depuis toujours. Et d'ailleurs, en 2016, on avait écrit notre premier livre de cuisine qui s'appelait L'Almanach des légumes,
qu'on a vendu quand même avec Marabout à plus de 15 000 exemplaires. Alors, beaucoup dans nos restaurants, un peu moins en librairie, mais quand même. Et cet almanach des légumes, justement, il avait la particularité de présenter nos recettes de cuisine par saison pour inviter les lecteurs, nos consommateurs, nos clients à cuisiner les légumes en pleine saison. Et alors, là aussi, prise de conscience, une rencontre fortuite, heureuse avec Jean-Luc, qui nous fait comprendre, comme l'a expliqué Jocelyn, que l'alimentation pèse très lourd dans le bilan carbone de la planète. Et à partir de là, la volonté d'aller plus loin, en tant que référent de la restauration rapide de qualité, ce militantisme doux qui nous anime, donc tolérant, inventif, pédagogue, hein, pour reprendre les mots de Christophe tout à l'heure, je crois que ça se situe exactement dans notre axe. Pas donneur de leçons, mais essayant de s'améliorer chaque jour un peu plus. Et donc, 4 ans plus tard, jour pour jour quasiment, on vient de sortir notre almanach de la cuisine durable, donc un nouvel opus avec Marabout, un nouveau livre de recettes de cuisine, où on a rajouté justement le poids carbone de nos recettes pour commencer à éduquer nos clients, les lecteurs, sur le fait que cuisiner durablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger végétal, manger local, manger de saison, et que nous aussi, on veut contribuer à cet effort-là. Alors, est-ce que ça fera de nous une enseigne plus résiliente? Je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, 20 ans après le début de l'aventure, on est toujours là, malgré les écueils récents. Et Dieu sait qu'on souffre, hein, comme tout le monde. Je ne suis pas certain que les clients qui poussent la porte d'un exquis savent tout ça quand ils rentrent chez nous. J'espère que le fait qu'ils reviennent est que quelque part, ils ont conscience qu'on essaie de faire les choses un peu différemment, un peu mieux, et que justement, cette résilience, elle concourt de cela. Le client accepte de payer un peu plus cher parce qu'il a conscience que nous, de notre côté, on fait des efforts pour que la nourriture que l'on propose soit meilleure pour eux en termes de santé, meilleure en goût, en termes de plaisir, et meilleure pour la planète en limitant l'impact que l'on a en cuisinant et en leur proposant ces plats tous les jours. Merci Robin, c'est super tout ça. Effectivement, l'almanach, je l'ai mis dans les livres sur le petit diaporama qui est parmi les 4 livres à lire dans la période. Voilà. Merci. Alors, on va passer à un autre univers encore, celui de la restauration collective avec Corinne, qui va nous expliquer ce que fait Ensemble en matière d'engagement. Donc, on verra, il y a une proximité avec ce que vient de nous être expliqué avec Esqui, puisqu'on est aussi dans de la chaîne, et avec des choses intéressantes qui sont faites avec les gens qui ont conçu notre éco-calculateur, c'est-à-dire étiquetable, plein de choses qui sont en train de se lancer actuellement. Corinne, la parole est à toi. Oui, merci Jean-Luc, merci pour l'invitation. Donc effectivement, beaucoup de proximité avec des choses qui ont déjà été dites. Je me retrouve dans vos visions à chacun. Donc Ensemble, c'est pour faire court, c'est une société qui a un peu plus de 40 ans maintenant à l'origine, une entreprise vraiment tournée cuisine. En fait, c'était la raison d'être. Donc restauration collective avec pour objectif de proposer une restauration sociale de qualité avec une entreprise de cuisiniers dans l'âme. Donc le produit a toujours été un peu le cœur du sujet et ça s'est resté. Donc aujourd'hui, ça a grandi. Ensemble, c'est une filiale du groupe Elior depuis 2012 et nous servons à peu près 130 000 repas par jour sur toute la France auprès de tout type de population, en fait, de la crèche jusqu'aux restaurants d'entreprise, aux restaurants scolaires et également à des EHPAD. Le nombre de repas est important. Quand on dit 130 000, ça a été un déclic aussi pour nous. Peut-être un peu comme Exquis, on s'est rendu compte à la fois du poids dans l'impact carbone et dans, je veux dire, de ce que ça peut représenter en termes d'impact carbone dans notre consommation au quotidien, mais également du nombre de repas et du levier que ça procurait si on changeait un tout petit peu la façon de servir ces repas. Donc depuis plusieurs années, depuis 2010, on a pris conscience de ça et du fait que la protéine animale avait un impact fort dans nos repas.
Et on s'est posé beaucoup de questions sur ces sujets-là dès les années 2010, en essayant de rééquilibrer justement nos recettes et en apportant plus de protéines végétales et moins de protéines animales. Donc, on a fait un long cheminement là-dessus, toujours plutôt sous l'angle cuisine, puisque encore une fois, c'est quelque chose de très important chez Ensemble. Et on a travaillé avec nos chefs pour pouvoir proposer des recettes plus créatives avec moins de viande, moins régulièrement, et proposer progressivement d'abord un concept qui s'appelait les fabuleuses légumineuses, où on rééquilibrait les quantités de protéines végétales et protéines animales. Et puis en proposant un repas végétarien 2 fois par semaine, et puis ensuite pour arriver finalement à avoir une offre végétarienne tous les jours. Donc ça a été le début du cheminement. Évidemment, comme vous l'avez tous dit, on a creusé tous ces sujets-là. On s'est rendu compte que les approvisionnements avaient un impact. Donc on a continué à accélérer sur les partenariats avec les fournisseurs locaux. La saisonnalité également a un impact, et on a par exemple fait le choix de supprimer totalement nous aussi les tomates en hiver, mais surtout que bien sûr la quantité de protéines végétales était très importante et avait une action et un levier beaucoup plus important que les autres éléments dont on a parlé. On s'est rendu compte également que pour pouvoir poursuivre cette démarche et aller plus loin à chaque fois, on avait besoin d'intégrer toutes les parties prenantes dans la démarche, c'est-à-dire nos chefs, bien sûr, parce qu'ils sont les premiers vecteurs, qu'ils peuvent expliquer à leurs convives d'où viennent les produits, comment sont faites les recettes, et qu'ils sont quand même un élément moteur et un élément clé à tous les niveaux du restaurant pour pouvoir pourquoi pas proposer aux convives de s'intégrer un peu plus dans la démarche, mais également les convives eux-mêmes. C'est un point qui est clé, c'est-à-dire que si on propose plusieurs choix de repas tous les jours et que les convives au final font le choix de consommer une entrecôte tous les jours, évidemment on ne va pas avoir le levier qu'on souhaite atteindre au final. Cet objectif pour nous, c'est vraiment de proposer une restauration collective, donc sociale. Mais quand on dit sociale, c'est aussi une restauration accessible à tous, mais une restauration de qualité et qui ait un impact positif à la fois sur la santé de nos convives, mais également un impact positif sur la planète. Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, on s'est rendu compte qu'il était absolument impératif de pouvoir communiquer avec nos convives, de leur donner des informations, de leur donner accès en toute transparence à la composition de leur repas, à l'origine des ingrédients quand on le peut, mais également de leur donner une vision du coup sur leur empreinte carbone et sur l'empreinte de leur repas. Donc de ce fait, on a travaillé depuis plusieurs années sur ces sujets-là en essayant d'avoir une traçabilité la plus fournie possible et une information en tous les cas en transparence auprès de nos convives. Le premier déclic, je pense que ça a été le fait qu'on ait pour client l'ADEME à Angers, avec qui on a multiplié des tests sur un premier affichage nutritionnel il y a quelques années, mais qui était très artisanal. Et puis progressivement, on a réussi à intégrer toute la base de l'ADEME justement dans notre base de production, ce qui nous a permis d'avoir l'information du poids carbone sur tous les ingrédients qu'on avait pu intégrer en amont dans nos bases. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est maintenant en capacité d'avoir une information d'un affichage environnemental sur tous nos plats auprès de nos restaurants d'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui est abouti, mais de façon très récente chez nous, puisqu'on a pu le mettre en place au cours de ces derniers mois, avec un test qui a été réalisé de façon plus officielle justement sur ce restaurant de l'ADEME juste avant le Covid, et qui nous a permis de valider cet affichage auprès de tous nos restaurants. Et là, on va procéder au lancement sur 150 restaurants dans les semaines qui viennent. Donc, on est content de ça, dans le sens où on sent que justement les convives étaient en attente de cette information pour pouvoir savoir exactement l'impact de ce qu'ils consommaient. J'ai bien aimé aussi tout à l'heure le sujet de Christophe, je crois, qui nous disait il faut laisser le choix aux convives. Pour nous, c'est tout à fait ça. Le sujet, c'est pas d'être un ayatollah de la restauration. On est là pour donner de l'information à nos convives, les laisser choisir en toute transparence. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais en revanche, sans cette information, on ne peut pas faire son choix justement en connaissance de cause.
Et au final, donc on leur fournit cette information et on leur propose en revanche de s'orienter vers, s'ils le souhaitent, en tout cas vers un menu bon pour le climat tous les jours. Le menu bon pour le climat, c'est un menu qui a un impact carbone inférieur à 1500 grammes de CO2, donc qui est très engagé. Et évidemment, on est en capacité de le proposer parce que tous les jours, on a un choix de menu végétarien. Voilà, en synthèse, ce qu'est Ensemble et la façon dont aujourd'hui on s'est positionné sur ces offres-là. Et c'est des sujets qu'on travaille en fait très progressivement en essayant d'avancer aussi par rapport aux enjeux et aux outils qu'on peut avoir. Et encore une fois, pour moi, le sujet clé, c'est vraiment que toutes les parties prenantes soient impliquées parce qu'on ne peut pas pousser une offre sans que nos convives ou que nos chefs soient impliqués dans ces mêmes démarches. Merci Corinne. Et puis effectivement, 150 restaurants là, qui ont commencé à communiquer sur des menus bons pour le climat. Moi, ça me fait très plaisir, ça. Vraiment, c'est super. Alors, on a fait le tour. Je remarque que contrairement à ce qui s'est passé sur le premier débat, il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat. Donc, je vous encourage, les participants, à nous mettre des questions parce que là, maintenant, je vais faire échanger les intervenants entre eux. Et puis après, on vous passera la parole. Donc, ça serait bien qu'il y ait un tout petit peu plus de questions. Je crois que Alors, monsieur voilà, donc, Marcon est arrivé. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Régis, c'est les restaurants Régis et Jacques Marcon. C'est à Saint-Bonnet-le-Froid. Avec Pierre, je pense que c'est à peu près aussi isolé que Valmont. C'est des restaurants absolument incroyables qui sont dans des lieux très isolés, mais où c'est magique. Quand on y va, on passe un moment merveilleux et on revient avec de merveilleux souvenirs. Alors également, Régis, la caractéristique de Régis, qui est commune à la plupart des gens qui sont intervenus, c'est que c'est quelqu'un de très engagé. Et à Saint-Bonnet-le-Froid, il y a vraiment quelque chose de... voilà, parce qu'il y a un amour de Saint-Bonnet-le-Froid. Je ne sais pas si vous savez où c'est, Saint-Bonnet-le-Froid. C'est paumé au milieu du Massif central, à peu près à équidistance de Valence, du Puy-en-Velay et de Saint-Étienne, mais ça vaut vraiment le détour. Voilà, Régis, je t'ai présenté un peu brièvement. Maintenant, la parole. Vous m'entendez déjà, oui? Oui, on t'entend. Bon, parce que si vous n'avez pas le bonhomme, vous aurez la voix, ce qui est peut-être mieux. Oui. Bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait Pierre et je me rappelle. Bonjour, Régis. Bonjour à tous. Désolé déjà d'arriver un petit peu en retard dans cette présentation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire simplement J'ai déjà parlé de toi, parce qu'on a tout à l'heure, quand j'ai présenté Christophe, j'ai parlé du banquet que tu nous as fait dans le cadre de l'exposition Bon pour le climat, bon pour l'estomac. Oui, bien sûr. Voilà. Nous, on avance comme tout un chacun. Je crois que c'est des démarches qui se font sur le temps, qui sont encouragées par les uns et les autres. Et puis, notre travail en interne. Il y a peut-être, par rapport au débat, ce qui pourrait vous intéresser, c'est le travail accru qu'on fait avec le service de salle, avec nos amis qui servent en salle, soit maître d'hôtel, sommelier, etc. Et en fait, on a mis en place, et je dirais que le confinement a été peut-être le moyen de le parfaire un petit peu, une explication accrue de ce que l'on met dans l'assiette. Parce que tout ce travail anti-gaspillage, carbone, etc., on y travaille depuis longtemps. On a toujours à améliorer, bien sûr, mais surtout par rapport à le discours qu'on peut avoir en salle. Alors, c'est quoi exactement? Nous, ici, c'est 8 serveurs, 8 à 10 serveurs en salle, donc ça fait quand même un petit peu de monde. Et ça passe par je dirais, des petites informations journalières. Forcément, les produits changent toujours, puisqu'on est complètement sur des produits de saison, bien entendu, mais c'est ce travail-là qui me paraissait important. On le faisait jusqu'à présent, mais on a voulu aller un petit peu plus loin pour que le client soit aussi un petit peu plus acteur de ce qu'il mange. Alors, ça passe par quoi? Je ne sais pas, je peux vous donner un exemple. C'est une entrée qui est avec une herbe qui nous est très chère ici, qui est la cistre. Le client devient acteur parce qu'on lui fait frotter cette herbe entre les mains, etc.
Et puis, on a la possibilité, quand on sert, d'expliquer un petit peu notre démarche. Je pense qu'elle est peut-être plus poussée, parce que jusqu'à présent, on le faisait, bien entendu, mais l'écrire, mettre des petites notes de temps en temps, c'est bien, mais c'est des fois un peu trop. Et je pense que la voix d'un serveur, la voix de quelqu'un qui accueille, la voix d'un sommelier, et nous, quand on va en salle, ça porte encore beaucoup plus. Et je dirais que cette notion développement durable et ce travail qu'on fait avec les produits, on amène à ce que nos clients soient encore beaucoup plus complices. Ce n'est pas nous qui détenons la vérité, on la détient ensemble et on la partage. Voilà en gros, nous, ce qu'on a peut-être pu mettre en place ces années et qui porte plutôt bien ses fruits, parce que derrière, on a des clients qui adhèrent pas mal, et puis on le voit dans les retours de courrier, puisque comme tout à chacun, on fait remplir des questionnaires pour ceux qui le souhaitent, et ça fait partie des choses que les gens remarquent. Très bien. Alors, deux choses te concernant, Régis. Pour ceux qui seraient tentés d'aller là-bas, tu organises aussi de temps en temps des cueillettes de champignons, parce que tu es un grand spécialiste des champignons, donc c'est un côté très sympa. Et puis tu es complètement dans la transmission, puisque maintenant c'est ton fils Jacques qui est en train de prendre le relais et qui fait un travail également absolument superbe. Voilà, donc je sais pas, je pense qu'on est assez complet sur ce que on peut dire. Alors je vais passer maintenant sur la... Oui, vas-y, rajoute. Rapidement, que je vis depuis plus d'un mois maintenant, et j'aurais pas imaginé que ce soit aussi d'abord intéressant, et on se fasse autant plaisir, bien entendu, mais qui répond complètement à nos interrogations et à nos démarches. Parce que forcément, quand on fait ces démarches, on n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour partager nos connaissances, notre savoir-faire, mais cet esprit de la nature. Depuis un mois, ça a été un peu un défi pour nous. J'ai repris la cantine de l'école, ils sont 25-30 à manger, et nous, on a pu détacher un cuisinier sur ce travail-là, et non seulement tout le plaisir qu'on en retire, on remarque, même déjà au bout d'un mois, les avancées et surtout la curiosité des enfants. Et ça, pour moi, c'est pour nous, hein, je pense que c'est indispensable, parce qu'on peut améliorer plein de choses, mais le socle des enfants, c'est là. On sait très bien que c'est des moments où on apprend à lire, on apprend à écrire, et on va forcer un petit peu plus bien savoir manger. Et ça, je trouve que on devrait y travailler un peu plus. Alors, on ne va pas demander à chaque restaurateur de faire les cantines, hein, mais avoir la possibilité d'avoir cette expérience. Nous-mêmes, on est à même de pousser un peu le dispositif, parce qu'il faut savoir, c'est ce qui pose le problème en France, les cantines, par rapport là où les produits sont travaillés, etc. Et je pense qu'il y a un travail, je dirais, d'encouragement et de formation des chefs qui font ces repas, parce qu'ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin aussi, ils le demandent bien souvent, d'être formés. Et là, je dirais que c'est pressé maintenant, il faut s'y mettre, quoi. Dans un pays de la gastronomie, je pense qu'on pourrait améliorer un petit peu cette formation, et puis tout ce qui est servi dans les écoles, parce que ça a tout un rapport avec les produits, avec la nature. Très bien, merci beaucoup. Alors, Jean-Luc, est-ce que je peux rebondir tout de suite? Ben justement, voilà, vas-y, parce que maintenant, on va échanger entre différents intervenants. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui commençaient à arriver, donc c'est très bien. Donc après, on passera la parole à la salle. Non, c'était juste à la volée là, par rapport à ce que vient de dire Régis et sa conclusion sur les cantines. Je voulais juste faire un coup de projecteur sur le jury des cantines, sur les cantines rebelles, qui est une opération qui est orchestrée par Un Plus Bio tous les ans, et qui justement pousse et met en avant exactement ce que vient de raconter Régis, à savoir comment rendre les cantines scolaires plus vertueuses. Et ça s'adresse aux politiques, c'est-à-dire que les régions, les communautés de communes, les mairies peuvent candidater. Et donc justement, c'est une opération qui est en cours avec la remise des prix le 14 octobre prochain à la mairie de Paris. Et en l'occurrence, le jury a eu lieu, pour l'anecdote, chez Didier Péréol, qui nous a parlé tout à l'heure.
Donc voilà, c'était juste pour boucler la boucle et montrer qu'effectivement, il y a un levier extrêmement important à jouer au niveau des cantines scolaires pour 2 raisons principales, qui est d'une part le bien manger qui doit être disponible, je dirais, dès le plus jeune âge, parce que c'est sans doute justement un des moments où c'est le plus important, et en même temps l'extraordinaire levier pédagogique que ça représente, parce qu'un jeune enfant qui a été, entre guillemets, habitué à ces questions-là et à l'importance du bien manger est un futur consommateur averti. Donc je pense qu'il y a vraiment un chantier énorme qui, bien sûr, a démarré depuis un bout de temps, mais qui nécessite encore beaucoup d'énergie pour devenir vraiment efficace. Génial. Pardon, c'est qui parle? C'est Christophe Lavelle. Alors, Christophe, pardon, excuse-moi. Voilà. Et Christophe, bonjour Christophe. Et bonjour. J'en profite que tu parles des cantines rebelles. Moi, à mon avis, il serait aussi intéressant qu'on puisse, toutes ces bonnes initiatives, parce qu'il y en a d'autres aussi au niveau des cantines, qu'on puisse se rencontrer pour être une force plutôt que chacun. Forcément, on n'est pas dans cet esprit-là, bien sûr, mais tu vois, j'apprends moi plein de choses, on en apprend tous, et qu'on puisse être ensemble, parce qu'il y a 2 leviers, et tu es en train de le dire, lobbyisme même, hein. L'un par rapport à l'agriculture et l'un aussi, tout aussi important par rapport à la formation de ces chefs. Oui, bien sûr. Absolument. Alors, moi, je vais passer la parole à Corinne parce avec Ensemble, ils sont non seulement dans la restauration scolaire, mais ils sont aussi dans la restauration de la petite enfance. Donc, je pense qu'elle a peut-être des choses à dire et à compléter sur ce qu'ils font pour aller dans ce sens-là. Oui, mais tout à fait, Jean-Luc, ce que vous dites, ça me parle évidemment. Bien sûr, il y a plein d'initiatives qui ont déjà démarré et depuis très longtemps, qui sont souvent méconnues d'ailleurs dans la restauration scolaire et dans les cantines scolaires. Pour compléter ce que vous disiez, d'ailleurs, on a pour projet de déployer ensuite tout cet affichage à la fois nutritionnel et environnemental également auprès des cantines scolaires. Et au-delà de ça, les sujets qui sont très impactants, là aussi, c'est justement la mise en place de ces repas végétariens qui fait partie de la loi Egalim, mais qui sont des leviers importants, qui sont aussi des leviers éducatifs et qui passent pour moi par un sujet qu'on travaille beaucoup chez Ensemble, c'est la créativité culinaire, puisque avant toute chose, le sujet clé, c'est au-delà de la pédagogie, c'est qu'il faut que ce soit bon et que ça plaise aux enfants. Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là et sur des recettes qui soient acceptables par les enfants dans les goûts dont ils ont l'habitude, mais aussi peut-être par la pédagogie et leur faire reconnaître des légumes ou des produits qu'ils ont oubliés, qui sont ceux de leur région parfois, mais qu'ils ont oubliés ou que leurs parents ne leur ont pas fait découvrir. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. On travaille, nous, par exemple, avec des chefs, justement, sur certaines régions pour faire connaître aux enfants les produits de leur territoire, les travailler de façon différente en mettant le légume au cœur de l'assiette et pas la viande au cœur de l'assiette, puisque ça, c'est un premier sujet, mais aussi leur faire découvrir des produits qui soient juste sublimés, où on garde le goût de l'essentiel. Et ça passe par des animations, par de la pédagogie et des opérations, comme vous l'avez dit. Donc, par rapport à ce que vous disiez, avec plaisir, même pour travailler ensemble. C'est vrai qu'on est une société de restauration collective, nous, avec des leviers importants en termes de volume. Et ces sujets-là nous tiennent évidemment complètement à cœur en tant qu'entreprise de cuisiniers. On sait qu'on peut faire bouger les choses. Alors, merci. Alors, oui, vas-y, Régis. À ce que vous dites et vous donnez quand même un renseignement que vous savez. Vous savez comment on apprend la cuisine en France. Vous connaissez les référentiels de formation. C'est quoi? Bien sûr. C'est un protide et les légumes qui vont avec. Ça serait peut-être important maintenant, et ça, je m'y engage, hein, parce que je travaille beaucoup avec Jean-Michel Blanquer. Alors, je ne dis pas que je vais résoudre le problème, on n'est pas là. Hein, mais revoir les référentiels de formation. Il est anormal qu'actuellement, des référentiels de formation soient encore sur ce protide et les légumes à côté, quoi. Il n'y a aucune recette. On parle de légumes, un plat de légumes de céréales et légumineuses associées. Il n'y en a aucun. Et je pense que c'est nécessaire qu'on soit un peu lobbyiste pour ça. Qui est-ce qui fait les référentiels? Ce sont les groupes, nos syndicats qui nous représentent. Et à un moment, il faut leur dire, allez, il faut changer. C'est le moment, c'est important. Vous voyez? Et ça passe par la formation des chefs, dès le départ. C'est un sujet essentiel, je suis bien d'accord, et on le voit
à travers nos recrutements et également à travers les formations qu'on doit apporter en restauration collective depuis quelques années, qui sont pour une grosse part tournées sur la cuisine végétarienne, parce que ce savoir-faire et cette culture n'est pas présente au départ dans la formation de nos chefs. Alors, juste pour livrer une information, parce que la formation des chefs, je suis, on va dire, très impliqué dedans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, Régis, tu as raison de mentionner que pour l'instant, le référentiel fait qu'ils ne sont pas du tout poussés à ça. Mais les référentiels, c'est toujours long à changer et c'est long à appliquer. On sait bien que l'échelle de temps de l'éducation nationale peut être parfois un peu, faut être patient, c'est un peu laborieux. Mais à titre individuel, la plupart n'attendent pas, dans le sens que je me rends compte. Oui, et ça c'est la bonne chose. Mais je me rends compte, si tu veux, aujourd'hui, que je reçois beaucoup de demandes d'enseignants en poste, soit des anciens élèves à moi, soit des gens que je ne connais pas, qui me disent, tiens, je veux faire un projet avec mes élèves, est-ce que vous pourriez nous aider? Quasiment une fois sur deux, le projet, c'est cuisiner le végétal. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est le sujet qui, aujourd'hui, motive les professeurs, justement, pour sortir un peu du cadre du référentiel et, dans le cadre d'un projet pédagogique, proposer un thème qui est quasiment toujours, enfin, qui est encore une fois très souvent sur la végétalisation. L'autre sujet étant la fermentation, le sujet qui revient beaucoup. Mais le végétal, c'est vraiment ce qui est mis en avant, et donc voilà, ça montre que la tendance est inscrite, il n'y a plus qu'à la rendre officielle. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, je ne sais pas, Robin, Pierre, Jocelyn, vous voulez rajouter quelque chose sur ces sujets? Ce qui est sûr, c'est que pour la cuisine de référence dont M. Marcon parlait tout à l'heure, il va falloir vraiment faire quelque chose, parce que on a, nous, très souvent des stagiaires, des apprentis qui ont ce livre de référence. Et aujourd'hui, cette cuisine, je pense qu'il n'y a plus un seul restaurant qui sert cette cuisine-là. Et du coup, il y a une trop grosse différence entre ce qu'ils apprennent à l'école et quand ils arrivent en entreprise, où finalement les recettes sont plus du tout les mêmes et plus du tout adaptées, quoi. C'est sûr qu'il va falloir se pencher sur la question, ouais, c'est clair. Très bien. Moi, si je reviens sur ce que les chefs nous ont dit depuis le début, c'est pas en donnant des leçons ou en imposant les choses qu'on y arrivera, c'est plutôt par la démonstration, par la pédagogie, finalement par le goût. Et je crois que la plus belle démonstration qu'a expliqué Pierre tout à l'heure, ou encore Jocelyn ou Régis, c'est cuisinons les légumes de manière tellement bluffante que les gens vont oublier qu'il n'y a pas de protéines animales. Et je crois que c'est ça la plus belle preuve de notre engagement, c'est si on arrive à quelque part convaincre par le goût et limite, voilà, que ce soit plus un sujet, qu'on choisisse un plat parce qu'on est séduit par l'olfactif, par le visuel, par le goût, et qu'on se rende compte finalement après coup que ce plat était sans protéines animales. Je pense que ce serait ça la plus belle des preuves. Ben oui, absolument, tout à fait. Ouais. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Moi, en fait, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, mais je pense que ça limite quand même, parce qu'avant d'avoir la démarche client, de pouvoir chercher à apprécier ou à découvrir, il faut quand même qu'il y ait une éducation de base. Donc là, effectivement, je rejoins Jocelyn et puis Régis, en fait, où il faut vraiment changer les fondements de la formation au démarrage pour quand même amener plus de base sur le légume. Et je pense que ça impactera plus de monde plus rapidement, quoi. Absolument. C'est les trois thèmes, hein, être tolérant, inventif et pédagogue, que nous a été donnés tout à l'heure par Christophe. On les retrouve tout au cours de ce débat. Alors, ce que je vous propose, Olivier nous a rejoint, on lui donnera la parole tout à l'heure en conclusion, mais on va passer peut-être aux questions de la salle. Il y a eu plusieurs choses. Entre autres, il y a, je crois, Olivier Lenné, hein, tu me confirmes, Elisabeth, il y a Olivier Lenné qui voulait dire des choses sur la viande, justement, parce que pour lui, il y a viande et viande. Je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Je ne sais pas s'il peut reprendre la parole. Ah ben non, il n'est plus dans les… Peut-être pas, donc je vais me contenter, alors voilà, pour ne un peu ce pas, qu'il a raconté, ne pas dire de bêtises, de relire tout simplement ce qu'il vient de nous écrire en réaction aux propos sur la viande, notamment en disant que produire et manger beaucoup de viande, c'est effectivement primordial, mais c'est probablement surtout de la viande soja qu'il faut s'interdire, plutôt que la viande rouge, qui est souvent en lien avec la prairie, qui elle-même stocke du carbone et préserve la biodiversité. Donc on rejoint cette notion tout à l'heure de subtilité et pas d'extrémisme. De la viande, c'est pas mal, à condition que ce soit de la viande de prairie, si je
me permet de synthétiser un petit peu. Absolument. On avait une question pour Corinne d'Ensemble, qui nous vient d'une adhérente de Bon pour le climat, qui travaille sur la restauration d'entreprises et traiteurs. C'est l'épicentre des saveurs, hein, Virginie Songy. Je me permets de la présenter puisque c'est une de nos adhérentes, qui pose tout simplement la question de l'acceptabilité des menus végétariens en disant que leurs convives viennent beaucoup du monde de l'agriculture et chez eux, les menus végétariens ne fonctionnent pas bien et génèrent beaucoup plus de pertes. Donc, comment, dans une entreprise comme Ensemble, on peut faire en sorte de privilégier le végétarien sans avoir trop de gaspillage alimentaire? Je pense que la question, elle est en effet autour de la pédagogie, en fait, et du goût avant tout. C'est-à-dire que ça rejoint tout ce qui a été dit avant, c'est en travaillant sur les recettes et en faisant en sorte que les recettes soient très bonnes et que le légume soit bien cuisiné, que finalement, on arrive à faire oublier l'absence de la viande. Après, je dirais que ça s'est fait aussi progressivement parce que ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur ces recettes-là. Et il me semble que en proposant progressivement d'intégrer un peu plus de végétariens dans les recettes ou en diminuant la part de protéines animales et en travaillant sur la créativité, sur le goût et sur le produit frais et le produit du terroir, on arrive progressivement à non pas avoir une forme d'acceptabilité, mais plutôt justement des convives qui s'y retrouvent et qui apprécient finalement et qui nous en demandent toujours plus en proportion. En tout cas, la question pour moi n'est absolument pas d'imposer, parce que imposer, ça conduit toujours à l'échec. C'est plutôt une logique de trouver les bonnes recettes, d'intégrer nos chefs dans cette démarche, parce que c'est leur créativité et le plaisir qu'ils vont avoir eux aussi à proposer ces recettes qui va faire que les convives vont avoir envie de les déguster. Voilà, et en proposer au fur et à mesure un petit peu plus en proportion. Et on arrive aujourd'hui à avoir une recette végétarienne tous les jours en restauration d'entreprise et en restaurant scolaire. Certains restaurants également en proposent deux choix, dont un choix végétarien. Et on a une forme, non pas d'acceptabilité, encore une fois, mais au contraire d'adhésion et d'augmenter progressivement cette proportion. Ah bah si, ça y est. J'espère avoir répondu à votre question. Super, oui. En tout cas, tel que je l'ai entendu, mais elle se complétera si jamais ce n'était pas suffisant. J'ai encore d'autres questions pour vous, Corinne. Pendant que vous avez la parole, concernant l'information que vous avez évoquée tout à l'heure en termes d'affichage en salle, quelles sont les informations exactement que vous communiquez? Alors, les informations sont assez proches d'un affichage nutritionnel que vous connaissez dans le grand public qui s'appelle le Nutri-Score. C'est-à-dire qu'on a établi une échelle. Je vais essayer de vous le partager. Je ne sais pas si j'ai la main pour partager un visuel. Je vais le partager, normalement, je vous ai donné les droits. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est un affichage avec une échelle de valeur qui va de A à E et une empreinte carbone en fait par couleur qui donne l'information aux convives de la lettre sur laquelle est positionné chaque plat. D'accord. Et donc la base qui est intégrée dans nos bases de données, c'est la base de l'ADEME. Et un affichage qui a été, ou en tout cas une information et une base qui ont été validées également par nos partenaires Eco2 Initiative. Super. Alors, il y avait une réaction donc, de Ferrandi Paris sur les notions de référentiel. Alors, je lis pour reprendre les propos assez fidèlement. On dit, pour information, le thème de l'alimentation éco-responsable fait partie du référentiel. Il est notamment traité en PSE, c'est-à-dire en prévention, santé, environnement. Il est aussi également traité en technologie et nous sensibilisons nos apprenants à différentes solutions pour répondre un petit peu aux besoins de formation du corps enseignant. Alors, si je peux réagir par rapport à cette information, oui, fait partie ce qu'on appelle des sciences appliquées aussi, sauf que la nutrition n'est pas, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut dire enseignée, mais n'est pas vécue par les élèves de façon pratique, ou très peu. Si, il y a des professeurs qui s'y intéressent vraiment et qui donnent ces informations pendant les cours, mais la plupart du temps, non. C'est-à-dire le chef de cuisine, quand il apprend elle-même les techniques, devrait incorporer des notions nutritionnelles. Je donne qu'un exemple, l'utilisation des huiles. On est abasourdi de voir comment les huiles sont utilisées en cuisine. Il y a des huiles qui cuisent, il y a des huiles qui peuvent
cuire et d'autres qui ne faut surtout pas les chauffer ni les cuire. Oui. Et puis, bon, les produits eux-mêmes. Hein. Là, il y a un travail à faire. Oui. Alors, Régis, pour information, et à tout le monde d'ailleurs, s'il y a une question Ferrandi, c'est qu'on a une classe entière de 25 élèves avec Carole Bougrin et un autre enseignant qui assistent à notre colloque. Et donc, ils sont là. Et on a, nous, tout un travail que l'on fait dans le cadre d'un concours qui s'appelle Saveurs durables auprès des écoles hôtelières. Qui a lieu tous les ans. Enfin, cette année, il aurait dû avoir lieu, il a été annulé à cause Covid, mais il reprendra dès l'an prochain. Donc, on fait un effort. Et dans les écoles, alors effectivement, malheureusement, ce n'est pas forcément les professeurs de cuisine qui sont les plus en avance là-dessus. C'est souvent des professeurs qui sont dans des styles SVT, enfin techniques, etc., qui sont un peu périphériques à la cuisine, mais il y a de plus en plus d'écoles où on fait des choses grâce justement à des professeurs qui se mobilisent et qui essaient d'apporter autre chose. Voilà. Hein, c'est bien. Voilà. Ferrandi nous complète un petit peu l'information sur leur chantier en cours en disant qu'ils sont aussi en train de travailler en partenariat avec la chaire ANCA. ANCA, c'est alimentation, nutrition, comportement alimentaire, pour que ce soit les acteurs de la restauration qui sensibilisent leurs clients. Ah oui. Là, les messages nationaux qui ne sont pas forcément toujours suffisants. C'est important qu'ils rayonnent dans le travail. C'est important qu'ils rayonnent dans le travail qu'ils font, Ferrandi, que je les connais bien entendu. Moi, je regarde à l'échelle nationale dans tous les lycées professionnels. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous, c'est Guillaume Tirel, c'est EPMT, c'est Médéric, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, dans le nord de Paris. Enfin, c'est une poignée une dizaine de restaurants, d'écoles qui sont en train de se mobiliser et qui font des choses hyper intéressantes. Voilà. Vas-y, Christophe, tu allais dire. Non, je disais, c'est Béliard dans le nord, non? Il y a Béliard, et puis plus haut encore, du côté de… pourtant, bon, enfin, non, ça va. Okay, oui. Voilà, mais Béliard aussi, oui, il fait partie des gens qui sont… Voilà. Juste pour rebondir sur effectivement, pour les questions de formation, ce dont on a besoin, c'est d'avoir plus de porosité, ça a été dit, entre justement des filières ou des disciplines qui sont enseignées éventuellement de manière disparate et malheureusement indépendante. On a discuté le cas de la nutrition qui était discuté, mais souvent en dehors du cours de cuisine, comme l'a fort justement souligné Régis, alors que ça devrait être complètement imbriqué, ou en tout cas, comment dirais-je, enseigné de manière plus pratique, plus fondue. Il y a exactement la même problématique qui se passe du côté de la connaissance des produits, de l'agriculture. C'est un thème qui revient régulièrement dans les grands chantiers de l'éducation nationale, mais de se rendre compte à quel point il est dommageable que les lycées agricoles soient complètement déconnectés des lycées hôteliers pour des raisons administratives, parce que ce n'est pas les mêmes ministères, etc. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement, je dirais, triste sur ce constat, alors qu'il y aurait un formidable chantier de rapprochement qui devrait être une des priorités, surtout dans le contexte actuel et dans toutes les discussions qu'on a. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas séparer l'agriculture de l'alimentation, et donc c'est un peu absurde que ça soit totalement séparé à l'échelle de l'éducation. Je te rejoins complètement, Christophe. En même temps, l'intérêt de ce débat, c'est qu'on apprend plein de choses aussi. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se regrouper. Il faut savoir qu'il y a un campus de référence et de qualification à Poitiers. Oui. Ça s'appelle ce campus Terre et Mer, qui regroupe 5 écoles hôtelières. Et depuis, le travail n'était pas si évident que ça. Il y a 4, même 5 écoles d'agriculture qui sont rattachées à ce campus. Après, c'est bien sur le papier de mettre tout ça ensemble, mais c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Oui, il faut que ça fonctionne. Voilà. Alors, dans certaines régions, effectivement, il y a des actions qui ont été menées, à la fois dans les écoles hôtelières, à la fois dans les écoles d'agriculture, avec les éco-délégués. Dans des régions où ils ont lancé ce dispositif d'éco-délégués, je sais qu'il y a eu des choses qui sont faites, entre autres dans la région lyonnaise, etc. Mais effectivement, ça qui relève de l'évidence, en fait, c'est loin d'être évident parce que chacun fonctionne en silo, comme on dit. Donc, voilà. Très bien. Oui. J'ai une autre question qui a été posée par les… Attends, Elisabeth, Robin voulait dire un truc. Oui, non, je voulais juste faire un tout petit aparté par rapport à ce que disait Régis tout à l'heure sur le fait qu'il fallait renverser la table
Et je comprends bien ce besoin d'éduquer autrement, différemment. Alors, je voulais apporter une toute petite pierre belge dans le jardin des Français, puisque j'ai la chance de travailler en tant que Français pour une chaîne belge. Et je voulais simplement vous montrer, je ne sais pas si on peut me passer la main un instant. Vous connaissez tous le triangle, la pyramide alimentaire qui existe dans le PNNS. Il faut savoir que les Belges l'ont renversé. Donc, ils ont renversé, ils ont retourné la table. Alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Vas-y, vous avez la main. Voilà, Tu as la main. merci. Pour vous la montrer. Et donc, aujourd'hui, dans le PNNS belge, la pyramide alimentaire, c'est ça. Voilà. Donc, ils ont tout simplement renversé la pyramide. En France, on avait déjà décalé la pointe. Là, ils l'ont carrément mis à côté en disant le moins possible. Et puis, on a les bonnes huiles qui sont là. On a le poisson, le fromage. Donc, on a quand même des protéines animales en petite quantité. Et on a mis en premier, effectivement, toute la partie végétale. C'est super. Voilà, je trouvais ça sympa de vous le partager. Merci. Dans le cadre du débat. Génial. Merci beaucoup. Tu avais encore une autre question, Elisabeth? Tu nous Oui, as dit une question, on sort un petit peu du registre produit pour être sur le côté responsable globalement des différentes formes de restauration présentes à travers les chefs qui sont là autour de la table, que ce soit du gastro, du rapide, la collective. Sur le registre basse consommation, en plus de l'empreinte carbone des plats, comment gérez-vous une chaîne du froid alternative par rapport à des gaz existants, les transports de marchandises propres, la gestion des tris sélectifs? Alors les tris, Jocelyn nous en a un petit peu parlé, mais peut-être que d'autres voudraient compléter et nous parler du froid, par exemple, aussi. Le froid, pour connaître un peu le sujet, la vraie problématique, c'est le gaz qui est utilisé pour refroidir les chambres froides. Aujourd'hui, le top de la technologie, c'est le R290. Les fabricants sont en train d'étudier le gaz CO2, mais ce n'est pas encore abouti. Peut-être qu'un jour, on aura un gaz totalement propre, mais ce n'est pas encore le cas, quoi. Oui, parce qu'actuellement, le poids carbone du gaz qui peut s'échapper des frigos, c'est quelque chose comme 1000 fois le simple CO2. Enfin, c'est quelque chose d'assez effrayant. Pas le R290, mais après, c'est surtout la quantité de gaz dans le frigo pour refroidir. Je crois qu'aujourd'hui, les frigos, avant, il y avait 5 ou 6 litres de gaz dedans et maintenant, il y a 90 grammes, un truc comme ça. Donc, c'est aussi la quantité de gaz dont on a besoin pour refroidir qui change la pollution. Parfait. Elisabeth, d'autres questions ou on a fait le tour? Je n'en vois pas. Il y avait un certain nombre de commentaires. Si, une petite question pour savoir si certains des chefs présents faisaient partie de près ou de loin de l'association Slow Food. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être en 2 mots exprimer la logique des deux pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association Slow Food? La logique, on y est dedans, hein, c'est le regard vers la nature et surtout cet esprit qui fait de solidarité, qui engage à la fois ceux qui transforment et à la fois les agriculteurs, bien sûr pour une production le plus propre possible, mais en même temps ceux qui font la cuisine, d'encourager les producteurs. C'est un travail un petit peu en commun. D'où, d'ailleurs, vous avez dû tous entendre parler des produits sentinelles, bien entendu. Notamment, chez nous, il y avait le pois blond de la Planaise. Voilà, on s'autorise et on exige un petit peu que dans nos maisons, on parle de ces produits et surtout, on les utilise. Et ça, c'est un petit peu la vocation de Slow Food, qui est planétaire. Alors, en même temps, ça me permet de rebondir sur la question auparavant sur le gaspillage. Le gaspillage, ce n'est pas quand tout est fait qu'il ne faut pas gaspiller. Et je pense qu'on est tous convaincus de ça. C'est quoi le non-gaspillage? C'est déjà le meilleur achat possible. C'est gérer ses achats au marché ou ailleurs, de ne pas prendre des quantités suffisantes. Et ce qui est important aussi, le stockage, mais derrière, c'est le travail en cuisine. Ça aussi, ça fait partie, ça devrait faire partie au même niveau que la nutrition, parce que on voit des choses dans les écoles, on voit des choses aussi dans les restaurants qui vous font quand même bondir. Alors moi, je suis peut-être un chef de la vieille école et
J'espère que non, surtout, parce que dans les produits, on peut récupérer plein de choses. Et je pense que notre devoir, nous, chefs, c'est non seulement de transmettre des valeurs, de transmettre des techniques, d'apprendre à faire la cuisine, et surtout que le jeune qui vient chez nous s'épanouisse par l'apprentissage de la cuisine, mais aussi, il y a la notion respect produit. Quand on coupe un légume, il y a une façon de le faire, il y a une façon de ne pas mettre une certaine partie à la poubelle, il y a des fois à réfléchir pour le repas du personnel. Il y a tout un travail là-dessus. C'est ça déjà le non-gaspillage. C'est pas que derrière dire on va le mettre dans tel conteneur parce que ça va être régénéré, ça va être un compost, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il y a aussi ce travail en amont. On a plusieurs de nos adhérents qui font un travail extraordinaire là-dessus, justement, sur le fait de consommer l'intégralité du produit, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, ça dépend du sourcing. Il faut que les produits soient à la base bons parce qu'on n'a pas besoin de jeter. Non, un produit qui est bourré de pesticides, il vaut mieux jeter quand même une bonne partie. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, faire attention de ne pas tomber non plus dans la communication. Moi, je connais un chef que j'apprécie bien d'ailleurs, hein, qui m'avait expliqué qu'avec les épluchures, il faisait des choses formidables. Et quand je suis allé voir dans sa cuisine, j'ai vu tout ce qu'il jetait. Je dis, mais alors, attends, explique-moi, là, tu récupères les épluchures, mais tu as vu tout ce que tu jettes de par ailleurs. Il faut que le discours soit dans l'intégralité de votre travail. Absolument, oui. Si je peux compléter, Jean-Luc, sur ce point, pardon, je pense que nous, on a remarqué qu'il y avait un sujet aussi qui était très important autour de la fierté des chefs de cuisiner des bons produits et de recréer du lien entre le producteur et eux. Parce que justement, quand on travaille des produits frais qui viennent d'à côté et qu'on a la chance d'avoir un contact, alors peut-être avec le producteur ou avec le groupement de producteurs, notamment dans le cadre des échanges qu'on peut avoir avec les groupements de producteurs bio, on s'est rendu compte que naturellement les chefs avaient plus de respect pour le produit et faisaient aussi beaucoup plus attention à ce qu'ils pouvaient jeter et ne pas gaspiller, et également à l'expliquer cette démarche-là à leurs convives. Et du coup, on rentre dans un cercle vertueux. Et il me semble que ça, c'est également un bon levier d'action, en fait. C'est que cette pédagogie qu'on peut mettre autour et ce lien entre tous les éléments et toutes les personnes qui travaillent le produit, depuis le producteur jusqu'au consommateur, jusqu'au convive, c'est quelque chose de très important. Ouais, excellent. Merci. Alors, ce que je vous propose là maintenant, compte tenu de l'heure, je vais passer la parole à Olivier Mousson qui va nous faire une petite conclusion. Alors, Olivier, normalement, c'est lui qui nous héberge pour nos colloques, puisque c'est à la société, à l'Hôtel de l'Industrie. C'est le président de la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Voilà, donc Olivier, la parole est à toi. Merci Jean-Luc, merci de me donner l'occasion de vous féliciter pour ce colloque virtuel. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir chaque année. J'espère que l'année prochaine, ce sera, et même avant, il y aura des actions de Bons pour le climat. Nous, on est partenaires de Bons pour le climat depuis plusieurs années parce qu'on y croit. Pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est que la Société d'encouragement, ça a été créé en 1801 sous l'impulsion de Bonaparte et de la société civile de l'époque pour encourager l'innovation et les entrepreneurs, les innovateurs et les bonnes pratiques. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Comme vous l'imaginez, on s'appelle Société d'encouragement pour l'industrie, mais à l'époque, l'agriculture était très importante. On a un comité depuis le départ qui est un comité agriculture, industrie agroalimentaire, restauration. À cela, on peut ajouter également tout ce qui est commerce derrière pour traiter l'ensemble de la filière. Et on organise avec des partenaires comme Bons pour le climat des conférences, comme c'était le cas aujourd'hui. Et merci à tous les intervenants. Et puis on remet des prix pour encourager. Donc, on va remettre un prix bientôt, je salue au président Marcon, au mois de novembre. 25 novembre. Exactement. Et puis, on remet des prix également à des startups. Cette année, c'était C'est qui le patron Voilà. On a remis un prix, vous parliez de gaspillage à une startup qui s'appelle Too Good To Go. Donc, on essaye de valoriser les bonnes pratiques
bonnes innovations dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Et l'an dernier, vous avez donné un prix aussi à Didier Péréol, qui était un de nos intervenants du premier débat. Exactement. Voilà. Ça fait 220 ans qu'on met des prix, donc on va pas tous les faire. Moi, au départ, parmi les fondateurs de l'association Encouragement, il y avait quand même Briga Savarin, et puis entre autres Parmentier. Donc c'est une longue lignée d'innovateurs et d'amateurs de bonne cuisine. Et donc j'espère vraiment, parce que je vais terminer là-dessus, moi j'ai une pensée pour tous les restaurateurs, pour toute la filière en ce moment. J'imagine que vous l'avez évoqué en introduction et que c'était quand même perceptible aussi dans vos propos. Donc, j'espère vous retrouver à l'hôtel d'industrie. J'espère que ça va aller mieux pour vous. On croise les doigts. Et je vous dis donc à très bientôt, avant l'année prochaine, et dans de meilleures conditions. Et encore bravo, Jean-Luc. Merci, Olivier. Alors, moi, je voudrais remercier maintenant Corinne, Christophe, Régis, Pierre, Jocelyn et Robin. Merci à vous de ce débat très, très intéressant. Et puis, merci aussi à Dominique Béard et à toute son équipe de Rêve Éco-événements qui donc était à la technique et nous a fait faire un colloque en distanciel. C'est le premier qu'on organise de ce style. Bon, j'espère qu'on va retourner à l'hôtel d'industrie, mais maintenant, on est prêt à faire des colloques de ce genre. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous. Et puis, merci aussi à l'école Ferrandi, à Carole Bougrin et ses élèves. Merci beaucoup et bonne soirée.